années précédentes, il a été question de transformation numérique, d'immobilisme à la française ou encore d'ubérisation de l'industrie financière. Cette année, vous l'avez compris, notre débat va tourner autour de la finance en Europe. Comment peut-on la définir? Est-elle nécessaire au développement de notre pays? Quel rôle joue-t-elle? Quel rôle a-t-elle joué dans la construction européenne? Est-elle responsable? Est-elle nécessaire? Doit-elle l'être plus encore? C'est un vaste débat, on pourrait en parler pendant des heures. On va essayer de se cantonner à 45-50 minutes maximum. Pour répondre à ces questions, 5 invités. Aujourd'hui, 3 sont avec nous déjà. Pascal Canfin, tout d'abord, directeur général du WWF, ancien ministre délégué au développement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012. Pascal, vous pouvez vous approcher, nous rejoindre, conseiller principal pour le climat du World Resource Institute. Vous faites partie également du High Level Expert Group, qui est ce groupe d'experts qui a fait des recommandations pour le sommet de cette semaine. Didier Leménestrel, également à vos côtés aujourd'hui, président fondateur et actionnaire principal de la Financière de l'Échiquier, une société de gestion de portefeuille d'actifs financiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Antoine Lissowski, directeur général adjoint et directeur financier de la Caisse nationale de prévoyance depuis 2007, après de multiples expériences depuis le début de sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations. Les 2 autres débatteurs vont nous rejoindre dans quelques instants, dès la fin des embouteillages. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Avant de parler d'une finance nécessaire, éventuellement, responsable aussi, faisons peut-être un petit état des lieux et on démarre avec vous, Antoine Lissowski, avec cette question sur la relation peut-être de la France avec le monde de la finance. Je pense qu'on peut dire que c'est une relation qui est compliquée. On peut prendre comme ça des petites touches pour commencer par une vision un peu anecdotique, mais au fond qui en dit des choses. La France de la finance, on va dire déjà les emprunts russes qui tapissent un certain nombre de murs pendant des décennies, parce que, voilà, mauvais contact avec certaines choses. Deuxième vision, la France, quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, l'épargne française, l'épargne financière des Françaises, financière bancaire, il y a beaucoup de livrets A, il y a beaucoup d'assurance-vie. Je suis très content qu'il y ait beaucoup d'assurance-vie. Il y a beaucoup de liquidités, de placements bancaires, etc. Les titres investis en direct ne sont pas majoritaires. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des OPC, dont la France a été d'ailleurs, les organismes de placement collectif, dont la France était un des promoteurs principaux et un des premiers leaders techniques. Donc c'est un paysage qui n'est pas... c'est un paysage d'épargnants financiers, mais pas forcément un paysage d'épargnants en direct. Pour finir, on pourrait dire, regardons comment se passe la gestion directe. Eh bien, la détention directe d'actions par les Français, en gros, vous avez des pointes quand il y a des grandes périodes comme les privatisations, les gens achètent des actions, puis ensuite vous regardez d'année en année, le nombre d'actions détenues par les ménages diminue au fil du temps. Comparativement, si vous regardez un pays comme les États-Unis, et ce sera mon dernier mot là-dessus, moi j'étais très frappé, j'étais aux États-Unis à un moment dans les débuts des années 2000, il venait d'y avoir une de ces crises de marché qui avait vu une forte baisse de la bourse. Et j'avais une réunion avec des collègues qui étaient des Américains qui avaient l'âge que j'ai maintenant et qui s'approchaient du moment de prendre leur retraite. Et ils disaient, ah bah oui, notre fonds de pension a perdu 30%. Alors je me dis, en bon français, je me dis, mais à qui vous allez vous adresser? Il dit, ben, on va travailler plus longtemps. Ça, je ne suis pas sûr que c'est le réflexe financier français dans ces situations-là. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord, Didier Leménestrel, avec ce constat de départ? Sur l'histoire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas la remettre en cause. Moi, je rajouterais un biais peut-être un peu différent, mais qui va pousser le point. Il n'y avait pas de plus-value, il n'y avait pas de fiscalité sur les plus-values encore en 77, je crois que ça date de 78. Et jusqu'à l'année dernière, enfin en tout cas jusqu'à cet exercice, aujourd'hui, le plus-value était fiscalisé à l'IRPP. La finance en France a été même qualifiée donc d'ennemi. Et je crois qu'il y a vraiment un manque d'éducation profond de notre société française. Il n'y a pas que les Français, hein, les Espagnols, les Italiens, les Allemands aussi un peu. Je crois qu'il y a un manque profond de connaissances, d'éducation, de mise
en perspective positive de la finance que moi j'ai vécu, et je livrerai juste cette anecdote. Quand j'ai commencé, j'étais dans une famille d'ingénieurs, où ne pas faire Polytechnique était quand même à la limite enfin, on était un âne batté. Et quand j'ai commencé en bourse, je me souviendrai toujours de l'incompréhension profonde de ma famille proche, puisque mon père était directeur général d'une entreprise cotée. Il a quand même eu cette grande phrase en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? À quoi ça sert ?» Et c'était au début des années 80. En fait, moi je vais résumer plutôt en disant, on parlait tout à l'heure de génération. Les générations européennes ont détruit leurs actifs de façon régulière à travers la guerre, par rapport aux générations anglo-saxonnes qui, elles, ont été plutôt protégées, en particulier les États-Unis. Et donc l'épargne et la gestion de l'épargne et la finance nécessaire pour transférer cette épargne est un phénomène très récent, finalement, au regard de l'histoire. Et nous commençons à peine, alors on rattrape le temps perdu en prenant les outils qui existent ailleurs. En revanche, on a oublié qu'il faudrait aussi éduquer notre communauté au fait d'être à l'aise avec la finance et accepter parfois le risque. Parce que je pense que le grand thème, c'est que le risque, pour l'instant, est quelque chose qui est un gros mot toujours dans notre société. D'ailleurs, vous l'avez un petit peu évoqué, Pascal Canfin, là, un monde de la finance qui a été particulièrement critiqué au moment de la crise américaine. Un président de la République, il n'y a pas si longtemps, qui disait que son adversaire, c'était la finance. Est-ce que vous avez la sensation que l'image s'améliore un petit peu aujourd'hui? Marche? Oui? Oui, c'est bon, parfait. Bonjour tout le monde. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une finance. Entre un investisseur de long terme qui va rester dans une entreprise pendant des années et puis un trader à haute fréquence qui va y rester une nanoseconde, est-ce que c'est vraiment le même métier? Est-ce que c'est vraiment la même vision du monde? Est-ce que c'est la même utilité sociale? Je pense que ça mérite d'être questionné. Donc je pense qu'on peut parler de finance au pluriel. Et du coup, une fois qu'on parle de finance au pluriel, on peut mettre des qualificatifs plus ou moins utiles, plus ou moins court-termistes, plus ou moins investisseurs, plus ou moins parieurs. Bon. Et on commence à différencier des choses et à essayer de regarder ce qui est indispensable et ce qui correspond au fond à l'extraordinaire beauté de la finance, à son utilité fondamentale, qui est de passer, alors à la fois de l'épargne en investissement, mais finalement de passer du court terme au long terme, d'être capable de franchir le temps et de rendre le temps liquide. C'est ça la beauté de la finance, c'est que on investit, on met un prix sur le temps, ça s'appelle le taux d'intérêt, on fait des taux d'actualisation, etc. Et à la fin, on arrive de génération en génération à passer des ponts comme ça entre des objets qui n'existent pas, puis qui tout d'un coup se transforment en infrastructure grâce à la finance. Si la finance n'existait pas, on ne pourrait évidemment pas produire, se projeter dans le temps. Ça, c'est cette liquidité-là, cet apport-là qui est merveilleux dans la finance. Et finalement, moi qui ai un parcours à la fois dans la réglementation financière au Parlement européen et dans l'écologie aujourd'hui avec le WWF, finalement l'écologie et la finance, fondamentalement, on pourrait imaginer que ça puisse être assez aligné, puisque c'est de regarder le long terme, de se poser des questions et de prendre des décisions à très court terme alignées avec le long terme. C'est une partie de la finance, c'est la belle finance, il ne m'a pas échappé, que ça ne couvrait pas la totalité de ce qui a été fait par les acteurs financiers sur le marché. Et moi, je trouve quand même assez dramatique et inquiétant que la durée de détention des actions ne cesse de baisser. C'était plusieurs années, maintenant c'est 8 mois en moyenne. Ça veut dire que la capacité à se projeter dans le moyen terme est de plus en plus faible. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Marianne Barbalayani, merci de nous avoir rejoints, directrice générale de la Fédération bancaire française depuis près de 4 ans. Maintenant, on a fait un premier état des lieux pour savoir quelle était la relation de la France à la finance. Avec vous, on voudrait se projeter un petit peu, évoquer l'avenir pour savoir comment vous voyez l'Europe financière de demain. Alors, je pense que l'Europe financière de demain doit être une Europe conquérante, ambitieuse, qui se fixera l'objectif d'être souveraine financièrement. Et pour parler plus boutiquièrement, je pense que les banques françaises peuvent porter cette ambition, sont même les mieux placées pour porter cette ambition. Il y a 4 des 9 plus grandes banques de la zone euro qui sont chez nous. On a des savoir-faire assez uniques qui sont le cœur de la place financière de Paris qui se développe beaucoup en ce moment. Et puis, pour reboucler avec les premières questions, je crois aussi que le regard qui est porté dans ce pays sur la finance change. Il a changé.
Il était d'ailleurs probablement moins mauvais qu'on ne le disait autrefois, puisque le sondage d'image BVA sur l'image de la finance montre une image positive de la banque, en tout cas de la banque. De la finance plus globalement, ce n'est pas l'objet précis de l'étude. 68% d'images positives l'année dernière sur la banque en tant que secteur économique. C'est le plus gros score, le meilleur score depuis 10 ans. Et 78% quand on parle de sa banque. Donc une relation de proximité qui fait qu'on apprécie beaucoup sa banque. Donc on ne bâtit pas sur rien. On a une véritable fierté des Français maintenant pour leurs finances. On le voit bien parce qu'une décision qui a pu apparaître comme un peu technocratique il y a quelque temps, qui était le choix de localisation de l'autorité bancaire européenne à Paris, a suscité une espèce de mouvement de fierté assez extraordinaire sur les réseaux sociaux, par exemple. Bon, ça, je trouve que c'est un signe extrêmement positif. Je ne sais pas si ça aurait été le cas il y a 4 ou 5 ans. En tout cas, maintenant, ce regard est en train de changer. Les gens se rendent compte qu'on a là une filière d'excellence avec des centres de décision qui sont en France sur une filière économique stratégique, sur une industrie stratégique. On n'en a pas tant que ça. Et pour l'Europe de demain, moi je suis très confiante. Je pense qu'on a effectivement des atouts. On a une spécificité. Le Centre des professions financières, d'ailleurs, essaye de mettre en avant ce qu'ils appellent l'école, ce que nous appelons d'ailleurs l'école française de la finance. Il y a une approche européenne qui n'est pas exactement la même que l'approche des Américains, par exemple. Et donc, on a une opportunité maintenant de développer davantage cette approche spécifique et de porter cette ambition. Le tout quand même dans un contexte post-Brexit. Qu'est-ce que ça change, Marianne Barbalayani ? Alors d'abord, le Brexit, je crois qu'ici, pas grand monde ne l'a souhaité ni voulu. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Donc il y a plein d'ennuis parce qu'il faut détricoter des liens, etc. Mais ça doit être une opportunité, ça l'est déjà d'ailleurs, parce que c'est une opportunité de se reposer un certain nombre de questions fondamentales sur comment demain financer au mieux l'économie européenne avec les spécificités qui sont celles que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un continent européen qui se finance beaucoup par le crédit bancaire, à 75% pour les entreprises, avec une réglementation bancaire qui, qu'on le veuille ou non, pousse à réduire la taille de bilan des banques, à un moment où en plus l'économie européenne, et il faut s'en féliciter, repart, où on a des grands projets d'infrastructure, où on retrouve une ambition européenne forte. Donc il faut qu'on se mette en situation de résoudre cette équation et de la résoudre avec nos propres forces, avec celles des banques européennes, de la finance européenne. Et encore une fois, moi je dis, nous sommes en pointe sur cette possibilité-là avec les banques françaises qui sont très proactives dans ce domaine. On vient d'avoir la position des banques. Un petit mot des assureurs, Antoine Lisowski. Comment vous vous positionnez, vous, face à cette finance européenne ? Alors, par rapport à l'Europe, les assureurs ont un petit sujet depuis quelques années qui s'appelle Solvabilité 2, qui nous a un petit peu mis en écart par rapport à la démarche européenne, mais en fait, on peut l'expliquer comment. En tant qu'acteur financier, investisseur, détenteur de beaucoup d'actifs, on a été jugé, parmi tous les acteurs financiers, comme des suspects. Je ne dis pas les ennemis, mais la finance a été jugée comme suspecte pendant quelques années parce qu'elle était porteur et donc vecteur de crises dont la vie sociale allait souffrir. Bon. Du coup, si je puis dire, les opinions publiques et les politiques se sont tournés vers les superviseurs et les régulateurs. On dit régulez-nous un peu ces gens-là parce que la façon dont ils fonctionnent peut causer du dommage à la vie sociale. Et du coup, le débat autour de nous, entre nous et l'Europe, si je puis dire, c'est un petit peu centré sur les problématiques de régulation, de limites, de coûts en capital, etc., etc. Bon. Et évidemment, comme c'est en plus de ça des négociations multilatérales, j'avais la coutume de dire quand j'y participais que vous mettez dans une même pièce beaucoup de gens qui parlent d'un sujet qui connaissent pas si bien les uns que les autres dans une langue qui pratique pas si bien les uns que les autres. Et donc tout ça fait que pendant pas mal d'années, et on a eu quelques débats avec le Parlement européen aussi, pendant quelques années, on a eu vraiment le sentiment non seulement qu'on n'était pas utile, mais qu'on était nuisible. Puis bon, cette étape de négociation est maintenant terminée. Les uns et les autres ont trouvé leurs équilibres dans la situation réglementaire qui a été trouvée, qui peut toujours être améliorée, mais qui existe. Et aujourd'hui, et ça c'est la bonne surprise, si je puis dire, du moment, Pascal Canfin y a fait allusion, on l'a lu cette dernière semaine à plusieurs reprises, la finance est un levier.
ça devient un levier, notamment pour les problèmes climatiques dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. Je vois partout, les financiers détiennent une des clés de l'évolution de la vie sociale en la matière. Donc voilà, on est passé d'une phase à une autre et c'est très heureux. On va y revenir sur ces questions de climat, finance et climat dans quelques instants. Pour terminer sur cette première partie, Didier Le Ménestrel, vous êtes aussi président de la mission compétitivité de la place de Paris, de l'Association française de gestion financière. En quoi la gestion d'actifs est-elle aussi une industrie stratégique ? Stratégique, je n'irai pas jusque-là, mais en France, en tout cas, on a eu cette grande chance d'avoir une pépinière et une créativité en matière de réflexion sur la gestion d'actifs, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux acteurs, des acteurs de qualité, des acteurs importants, beaucoup plus que partout ailleurs en Europe continentale. On a notre leader à nous, il s'appelle Amundi, il gère un peu plus de 1000 milliards d'euros. Et puis, il y a des acteurs indépendants, dont je fais partie, dont le plus grand gère de l'ordre de 60 milliards d'euros. Et ce sont des acteurs qui ont des tailles tout à fait prépondérante en Europe continentale. Ce qui fait qu'il se passe deux choses, et en tant que justement porteur de ce schéma compétitivité de la place, au moment où le Brexit est arrivé, j'ai eu un peu de chance en fait, parce que quand j'ai pris compétitivité, c'était plutôt Don Quichotte qui partait à l'assaut vraiment des moulins à vent, et puis le Brexit est arrivé, et là c'est devenu beaucoup plus intéressant, puisque exactement comme vous le disiez, la finance est devenue finalement plus intéressante. Je crois que pour la gestion d'actifs française, il y a un alignement d'étoiles tel que c'est à nous de foncer, peut-être quand même au pouvoir public de nous aider, mais au fond, c'est pas tant les pouvoirs publics que l'organisation de l'écosystème qui se met en place autour d'une volonté de promouvoir en Europe des produits financiers, une infrastructure, justement une circulation de l'épargne qui fera que, en théorie, nous qui sommes une société de services, on devrait vraiment en tirer largement parti, parce que je ne vois pas qui aujourd'hui, dans les savoir-faire ou dans la technicité ou dans les réseaux ou dans la manière de réfléchir à ce métier-là, qui est capable de nous concurrencer sensiblement. Et je mets les anglo-saxons de côté, parce qu'eux sont très très capables. J'espère que... il y a une notion qui s'appelle le passeport européen. J'espère qu'on leur mettra plein de bâtons dans les roues pour ne pas arriver trop vite. Posons-nous maintenant la question, l'une des questions à l'honneur ce soir. La finance est-elle nécessaire ? À qui et pourquoi ? Marianne Barbalayani, je m'adresse à vous en premier lieu. À quoi sert-elle finalement cette finance qui nous réunit aujourd'hui ? D'abord, de façon un peu bateau, elle sert à financer. Elle sert à financer, elle sert aussi, j'y reviendrai, à protéger et à innover. Les trois étant d'ailleurs liés. Donc elle sert à financer parce que, comme l'a très bien dit Pascal Canfin, en fait, c'est une forme d'accélérateur. Le savoir-faire des métiers financiers, c'est d'accélérer les projets. Si vous ou moi, avant d'acheter notre maison, notre voiture, on devait économiser sou par sou et ensuite aller acheter, alors je sais bien que la durée de la vie se prolonge et donc on finirait peut-être par y arriver. Mais enfin, disons que ça serait un peu compliqué. Au niveau des entreprises, évidemment, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a un projet d'investissement, si elle doit commencer par mettre tout l'argent de côté et tout financer en fonds propres avant de pouvoir investir, évidemment, il se passe beaucoup de temps et elle perd des marchés. Donc ce rôle de la finance d'accélérateur, de faire circuler la liquidité, d'utiliser ses savoir-faire pour transformer le court terme en long terme aussi, parce que ça, c'est quand même un des savoir-faire essentiels de la finance. Alors la réglementation, là aussi, essaye de cadrer beaucoup plus les choses, bon, en partie à raison, en partie à tort, on ne va pas rentrer dans des débats technico-techniques. Mais donc le premier rôle, c'est tout simplement de financer. Bon, on le fait bien en France, hein, on est champion d'Europe du financement des entreprises en termes de chiffres, d'évolution des encours. On le fait presque trop bien d'ailleurs, puisque on commence à s'inquiéter d'ailleurs dans les pouvoirs publics du dynamisme du crédit en France. Bon, nous, on en est assez fiers, mais enfin, c'est un débat qu'on a peut-être même en ce moment même. Donc, première chose, faire notre métier, faire nos métiers. Il y en a plusieurs, hein, chacun son savoir-faire. Et c'est vrai qu'à Paris, on les concentre tous. Donc ça, c'est notre grand atout en tant que place financière. Financer. Ensuite, protéger. Protéger parce que tout un chacun, les Français, pour ce qui concerne les banques françaises ou ceux qui agissent sur le territoire français, confient aux banques leurs fonds et leurs données personnelles.
Et donc, c'est très important pour la banque de garder cette confiance dans la capacité à protéger les fonds, puisque quand les gens mettent leur argent dans une banque, ils espèrent quand même que le moment venu, quand ils viendront le rechercher, ils le retrouveront. C'est le minimum minimorum. Deuxième chose, peut-être en trouver un petit peu plus que ce qu'ils ont mis. Alors, c'est pas très facile actuellement dans le contexte de taux, mais enfin, ça fait aussi partie du métier des gestionnaires d'actifs, etc., qui sont présents sur la place de Paris, de nous aider à le faire. Et protection des données personnelles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, mais qui, à mon avis, va être un des très, très grands enjeux pour les secteurs financiers, pour les acteurs financiers, tous autant qu'ils sont. Ça l'est déjà et ça va l'être encore plus. Pourquoi ? Parce que vous avez une espèce de choc conceptuel entre un monde de la finance et un monde de la banque qui s'est bâti autour de l'idée de protection, le fameux secret bancaire. Quand ce que vous faites de votre argent, c'est de l'ordre de l'intimité absolue dans la relation que vous avez avec votre banque, avec deux exceptions qui sont très bien acceptées. D'une part, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, qui est un métier que les banques font depuis très longtemps maintenant, et la lutte contre la fraude fiscale, et les gens savent parfaitement qu'il y a des exceptions à ce secret. Mais le monde nouveau qui s'ouvre maintenant, c'est le choc entre un univers dans lequel les données étaient protégées avec deux exceptions, à un monde dans lequel il y a l'univers et la conception de l'open data à tous les étages qui arrive et qui concerne aussi le secteur financier. Et puis enfin, innover, d'abord en finançant, en innovant en tant qu'entreprise et en étant sans arrêt en pointe et en tête de file de l'écosystème parisien qui se caractérise aussi par une grande créativité avec des fintechs, avec tout un tas de jeunes acteurs, face auxquels le fait d'avoir des grands acteurs qui sont eux-mêmes innovants, qui sont eux-mêmes digitaux et qui peuvent aussi les référencer, orienter leurs recherches, orienter leurs applications, est évidemment un atout très important. Antoine Lissowski, pour les assureurs aussi, évidemment, c'est une thématique incontournable. Notamment, elle vient d'en parler, Marianne Barbalayani, dans ce monde digital, numérique qui s'offre à nous, il faut prévenir notamment les cyber-risques, et ça, c'est aussi votre rôle. Oui, alors, on est, comme tous les acteurs économiques, on est du côté à la fois des opérateurs qui se trouvent face à des problématiques de gestion de données, et puis on est aussi sollicité pour garantir les acteurs économiques contre leurs problèmes de données. Alors d'abord, le premier aspect, il est tout simple. J'ai coutume de dire que les assureurs, et plus généralement les financiers, et les actuaires, et plus généralement les ingénieurs financiers, ils font du big data et de l'algorithme depuis des siècles. Bon, maintenant, ça s'appelle du big data et de l'algorithme. Il est vrai quand même que les dimensions sont tout à fait différentes. On a des données infiniment plus abondantes sur des sujets infiniment plus nombreux, etc. On a aujourd'hui des données de comportement, des données matérielles, etc., alors qu'auparavant, on avait des données plus limitées. Les algorithmes, les modèles des financiers et les modèles des actuaires, c'est des algorithmes. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est aussi la même chose. Et donc, nous sommes des utilisateurs, des manipulateurs, des ingénieurs qui s'occupent de données. Bon. Et donc, fondamentalement, l'univers cyber qui est le nôtre, c'est un univers dans lequel nous devons nous sentir bien, quand bien même il peut constituer aussi une menace pour nos fonds de commerce, parce qu'il y a quand même d'autres gens que nous qui savent manipuler ces données, qui rentrent dans cet univers-là et qui peuvent penser faire nos métiers. Ça, c'est un des aspects des choses. Et puis, de l'autre côté, on est aussi confronté, en tant qu'assureur, à des entreprises qui aujourd'hui se trouvent face à un patrimoine constitué par les données qu'elles détiennent, et ce patrimoine a besoin d'être protégé contre des intrusions, contre des hackings, contre des pannes et des choses comme ça. Et donc on est obligé de développer nous-mêmes des garanties, des produits là-dessus, pour essayer d'offrir une protection aux acteurs qui sont dans cette cyberéconomie. Donc, si je puis dire, cet élément de la vie sociale nous impacte tous très fort. Didier Leménestrel, vous souhaitez, je crois, aller encore plus loin que ça et orienter l'épargne des particuliers, notamment, on l'évoquait tout à l'heure, vers la retraite. Vers la retraite. Vers le financement des retraites, bien sûr. En fait, alors, moi, mon métier, c'est effectivement, c'est pas tant de sécuriser, c'est pas tant de traiter les données qui me sont confiées que
de faire travailler l'épargne qui m'est confiée. C'est un métier de la finance. Hein. C'est vrai que dans cette époque récente où quand même la finance était quand même quelque chose de difficile à exprimer, moi j'ai mis un mot d'ordre dans l'équipe. J'aurais dit maintenant on parle plus d'épargne, on parle plus de gestion, on parle plus de gestion d'actifs, d'asset management, on parle de la gestion de vos retraites. Moi, quand on me pose la question qu'est-ce que vous faites comme métier, je dis je gère votre retraite et je crois que c'est beaucoup plus facile que de dire je suis asset manager. Et au fond, ça paraît très facile à dire, mais quand on y réfléchit, moi, ça me frappait beaucoup à l'époque où il y avait deux types d'annonces qui étaient faites en permanence. C'était cette vilaine finance qui faisait que des bêtises, et de l'autre côté, Agirc Carco qui n'avait plus les moyens. Vous voyez, puis en plus, le budget de l'État, on en parle moins aujourd'hui, mais la Sécu, le budget de la Sécu, tous ces éléments de finance qui sont parfois de simples calculs qui étaient complètement niés en tout cas, non pas la Vox Populi, mais par les médias. Et au fond, je me suis dit, le meilleur moyen de réconcilier tout le monde, c'est de dire finalement, on a un problème sur nos retraites futures, c'est pas que nous, tout le monde en parle, les Américains, enfin, il y a les Américains qui sont les meilleurs en finance ont un problème de retraite, tous les Européens, les Chinois auront un problème de retraite. Donc, bâtissons tous nos repères de financiers ou de gérants d'actifs sur... Nous sommes là pour financer votre retraite future. Et là, il est vrai que j'en rajoute un tout petit peu grâce aux atouts du numérique ou de la digitalisation, c'est que je pense que nous aurons besoin de moins en moins d'intermédiaires. Donc, comme je suis né d'un monde qui est profondément libéral, parce que j'ai commencé avec mes petits points sans aucune autre aide, je n'ai pas de réseau de distribution, je n'ai pas de clients en tout cas spontanés, je n'ai que des clients qui viennent parce que je leur offre un service qui est tangible, qui est mesurable à chaque instant. Je trouve que le numérique et le digital sont un atout énorme pour l'avenir de mon métier tel que je le conçois. Parce que je crois que vraiment la rupture qui naît du digital en supprimant beaucoup d'intermédiations qui n'ont finalement peut-être pas lieu d'être, dont la valeur n'était là que parce qu'ils étaient l'intermédiaire obligé à ce moment-là, la digitalisation va permettre en tout cas au métier de progresser à toute vitesse avec moins d'intermédiaires, ce qui est toujours très bon. Ils viennent tous trois de nous expliquer en quoi elle était nécessaire, cette finance qui nous occupe aujourd'hui. Pascal Canfin, vous partagez ces constats ? Pardon, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse raisonner sur la finance comme si c'était un tout unique. Il y a différents métiers, différents horizons temporels. Et autant je pense que ce que vous avez évoqué comme étant les métiers bancaires, le financement de l'économie réelle, les PME, les crédits immobiliers, etc., évidemment, c'est une finance parfaitement nécessaire sans laquelle nos modes de vie n'auraient rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Autant je pense qu'on pourrait absolument se passer du high frequency trading, dont la valeur ajoutée sociale est nulle et qui ne fait que peser sur ceux qui sont des investisseurs un peu moins équipés techniquement pour aller chercher à la nanoseconde le tout petit écart de cours, etc. Bon. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonner de manière unilatérale sur la finance, qu'il faut regarder de manière plus précise, de façon à adopter les meilleures règles, à la fois pour les acteurs financiers, mais évidemment pour la finalité. Vous avez parlé du corps social, je crois, dans le moment de la crise, dans votre développement. Je pense que la finance, effectivement, doit être rentable pour ceux qui la font, mais aussi au service de l'économie réelle et du corps social. Et un des enjeux sur lesquels, justement, il y a aujourd'hui une très grande attention, je me permets de le dire parce que comme je dois partir dans une dizaine de minutes, je ne sais pas si j'aurai de nouveau la parole, donc je le fais maintenant. Si, vous allez l'avoir un bon moment. Une réunion non pas de crise, mais urgente au cabinet Nicolas Hulot sur un aéroport que vous connaissez tous. Lequel C'est ça la question. Je pense qu'il y a effectivement une jonction nouvelle autour de la finance et du climat. C'est vraiment quelque chose sur lequel, en plus, la France, la place financière de Paris et les acteurs financiers français ont pris un leadership qui est reconnu par la planète finance dans son intégralité. On a aujourd'hui un assureur, et beaucoup d'annonces ont été faites ces dernières heures, ces derniers jours, avec le sommet organisé par le président de la République. On a un assureur, AXA pour ne pas le nommer, qui a repris des engagements du type « je désinvestis de toute entreprise qui développe une nouvelle centrale à charbon aujourd'hui ». La baseline, c'est « no new coal » dans mon portefeuille. À l'échelle mondiale et sans exception et sans footnote qui...
Donc c'est quelque chose qui clairement était inenvisageable il y a 5 ans. AXA avait déjà été en 2014 la première entreprise à annoncer et à assumer le fait de désinvestir du charbon, ce qui était pas évident à l'époque, c'était même totalement novateur. Aujourd'hui, ils franchissent un pas supplémentaire. On a d'autres acteurs de la place financière de Paris qui sont en pointe, par exemple sur tout ce qui est la restauration des terres, sur tout ce qui est donc la finance qui remet du capital naturel. Et c'est absolument décisif. Vous savez que quand vous regardez ce que les scientifiques disent, la plus grande crise environnementale, ça n'est même pas le dérèglement climatique, Dieu sait si c'est important, c'est juste l'effondrement de la vie sur Terre, avec la destruction massive de la biodiversité. Donc il faut remettre du capital naturel, et pour remettre du capital naturel, il faut remettre du capital financier, qui met du capital naturel, puis on produit plus, et ensuite on rembourse le capital financier. Ce cercle vertueux-là, c'est la place de... Ils sont des acteurs, alors je ne vais pas tous les nommer, mais Mirova, donc Natixis, Rothschild aussi, qui est très innovant sur le sujet. Donc ce savoir-faire, il est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans cet écosystème-là, avec l'ensemble des acteurs, on est en train de construire, et il y a une association qui s'appelle Finance for Tomorrow, qui est reliée à la place, à Paris Europlace, dont le WWF fait partie. On est la seule ONG membre de cette plateforme. On est en train de construire, je pense, l'écosystème de règles et de pratiques le plus avancé au monde dans la matière. Donc si ça vous intéresse, profitez de cette belle énergie collective, parce que ça, c'est une finance utile. Une finance nécessaire parce que responsable, du coup. Ça peut être ça aussi. Oui, enfin, les responsables, c'est un peu le mot responsable est compliqué parce que ça induit un jugement moral. Je dirais. Là, en l'occurrence, il y a un enjeu objectif qui s'appelle lutter contre le dérèglement climatique. La totalité des scientifiques s'accordent à nous prédire un avenir complexe, y compris en termes de migration climatique, d'insécurité, si nous ne réglons pas ce problème. On a une génération pour le régler. L'accord de Paris, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire inventer des modes de vie, de déplacement, d'habitat, d'alimentation, etc., toute une économie qui est neutre en carbone en 2050. C'est écrit noir sur blanc et c'est le cœur de l'accord de Paris signé par la Terre entière, dont Donald Trump s'est retiré. Mais je note, puisque c'est important de faire cette remarque, je pense, d'un point de vue géopolitique, on aurait pu imaginer que beaucoup d'autres pays suivent Donald Trump. Personne ne l'a fait. Pas un, pas deux, 0. Et d'autre part, aux États-Unis, il y a une énergie dans la société civile de la part des financiers, des grandes entreprises, des gouverneurs de la Californie, des grandes villes qui sont toutes démocrates, qui perdure et qui est même, je dirais, renforcée par la tension avec la Maison-Blanche. Donc ce sont moins les États-Unis qui sont sortis de l'accord de Paris que Donald Trump lui-même. Et Bloomberg, qui était à Paris il y a 2 jours, rappelle donc un très grand financier que vous connaissez tous, par ailleurs ancien maire de New York, a rappelé ce chiffre, et je ne le connaissais pas moi-même, qu'il y a plus de centrales à charbon qui ont fermé depuis l'élection de Donald Trump qu'il y en avait eu l'année d'avant aux États-Unis. Ce qui prouve que le coup est parti. Tout simplement parce que technologiquement, le charbon, c'est une industrie il y a 1 siècle et demi, et c'est évidemment plus l'industrie de demain. Donc le coup est parti, et cette réallocation du capital qui est nécessaire pour tenir l'accord de Paris, c'est ça la beauté de la finance. C'est pour ça que moi, j'investis beaucoup de temps sur le sujet auprès de la Commission européenne en matière notamment de changement des règles du jeu. Et des annonces importantes ont été faites par le commissaire européen et seront encore faites puisqu'il y a un sommet spécifique, je vous invite à suivre de près, en mars, sommet spécifique sur la finance verte avec tous les chefs d'État. C'est la finance qui peut réallouer le capital mondial pour avoir une économie à 2 degrés. Et comme c'est le secteur le plus comme c'est le secteur économique le plus liquide, c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour vous de passer d'une économie d'une entreprise qui fait du charbon à une entreprise qui fait des renouvelables, une entreprise qui fait une technologie du passé, une entreprise qui a une technologie de demain. C'est votre métier et c'est facile. Parfois, c'est même en un claquement de doigts. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ça la liquidité de la finance. C'est beaucoup plus compliqué pour l'entreprise industrielle. Donc, si vous êtes en capacité de piloter cette évolution, pas en donnant des grands à-coups dans tous les sens, mais de piloter progressivement, à ce moment-là, ça peut générer une économie compatible avec l'accord de Paris et un mode de vie souhaitable pour nous-mêmes et notamment pour nos enfants. Merci beaucoup. Il va probablement y avoir un jeu de chaises musicales. Alors, si vous devez vous en aller avant on rééquilibre comme ça sur qu'ils aient terminé. On vous remercie pour ces interventions, en tout cas. Augustin Landier, bonsoir.
Merci d'être là. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal, désolé. Mais on est en train de parler de responsabilité, développement durable, tout ça. La prochaine fois, c'est métro, Augustin Landier, obligatoire. Mais moi, je viens de HEC, qui malheureusement n'est pas relié directement. Donc, je suis parti à 4 heures de HEC. Bon. Mais voilà. Allez, vous êtes pardonné pour cette fois. Je vais faire réagir Marianne Barbalayani sur les propos de Pascal Canfin, notamment après toutes ces annonces faites cette semaine, parce que la banque et le climat, ce ne sont pas deux notions antinomiques. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui sort, je crois, cette semaine, et vous êtes particulièrement impacté. En tout cas, vous agissez beaucoup dans ce domaine-là aussi. C'est une histoire importante, notamment pour les banques françaises, puisqu'on a une part de marché dans la finance climat qui est sans commune mesure avec notre part de marché mondial. Il y a 25% des émissions d'obligations vertes, de green bonds, qui sont arrangées par les banques françaises aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un engagement, c'est aussi tout simplement des savoir-faire qui préexistaient dans les banques, notamment en France sur ce qu'on appelle les financements structurés, les financements d'infrastructures, mais aussi les financements du quotidien, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de contraintes urgentes à traiter, etc. Il y a celle de la rénovation thermique des logements, par exemple, et les banques françaises, qui sont des banques de proximité, des banques universelles, sont aussi capables de financer les projets des particuliers, les projets des petites entreprises aussi, parce qu'il y a la rénovation des locaux des entreprises, des petites entreprises, qui est un gros enjeu en matière de rénovation thermique. Donc oui, c'est une obligation importante. Je crois que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une véritable accélération. C'est-à-dire que ces savoir-faire préexistaient. Il y a eu de l'innovation. Je parlais tout à l'heure d'un des 3 rôles de la finance, de la banque, de mon point de vue, qui est l'innovation. Il y a eu de l'innovation avec les green bonds, et ce qu'on a vu, le premier mouvement a été initié avec la COP 21, et là on vient de passer encore à une vitesse supérieure, c'est une accélération de la réorientation de ces financements. Donc, comme vous le disiez, nous on a essayé de faire un ouvrage qui se trouve, je crois, à l'entrée d'ailleurs, qui s'appelle Banque et climat, qui retrace un petit peu l'histoire de nos adhérents sur cette implication dans le climat, y compris en tant qu'entreprise d'ailleurs, non seulement en tant que financeur, mais en tant qu'entreprise. On a aussi une proposition dont j'espère, c'est dommage que Pascal Canfin soit parti, j'espère qu'elle sera reprise au niveau européen, et qui s'appelle le Green Supporting Factor, qui est une façon, via la réglementation bancaire, d'accélérer encore cette réorientation des financements vers les financements verts et les financements qui aident à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on a vu que le vice-président Dombrovskis avait repris cette idée dans les documents qu'il a publiés à l'occasion du One Planet Summit. Donc on espère effectivement qu'elle va progresser et qu'on va avoir un phénomène qui va permettre d'accélérer encore davantage cette réorientation des financements vers des financements plus verts et plus proactifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Augustin Landier, on parle beaucoup de finances vertes cette semaine, mais plus généralement depuis la COP 21, et pourtant cette thématique d'investissement socialement responsable n'est pas tout à fait nouvelle. Oh, c'est quelque chose qui date même du 18e. Les Quakers américains boycottaient à l'époque les teintureries qui polluaient les rivières et le casino, enfin le jeu de manière générale. Donc il y a comme ça une tradition qui vient d'assez loin. Et je pense qu'il y a 3 sortes d'investisseurs. Il y a ceux qui, au fond, pensent qu'ils ne veulent pas que leur investissement touche à des choses qu'ils considèrent comme malsaines, quoi. Et ça, c'est un peu l'origine. Et puis, il y a aujourd'hui, je pense, et c'est un peu les millennials, des gens qui veulent que leur investissement ait du sens et qui veulent que ça ait de l'impact aussi. Et donc, je pense que ce qui est un peu nouveau, c'est cette émergence un peu d'une réflexion sur est-ce que ça a vraiment un impact. Et donc, on est passé au fond du boycott, pour faire vite, au best in class, c'est-à-dire à l'idée de, dans chaque industrie, s'interroger sur quelles sont les entreprises qui sont vraiment leaders, qui poussent les choses vers le haut, pour faire vite. Et puis, il y a aussi des hedge funds qui, eux, regardent les choses plus d'un point de vue opportuniste, en se disant, peut-être que, étant donné que les régulations ont tendance, elles vont toutes dans la même direction, à savoir que ça devient de plus en plus dur de respecter les régulations. Et donc, on peut penser que les entreprises qui décrochent, qui commencent à avoir du mal à se mettre en ordre, sont celles qui vont avoir des problèmes et qui, en tout cas, posent des risques nouveaux. Et donc, voilà, ces 3 classes d'acteurs s'intéressent à ce thème. Et alors, je pense que ce qui fait défaut, ce qui doit se développer dans les années qui viennent, c'est la qualité de l'information sur ces sujets.
Et je pense que ce qui bloque un peu beaucoup d'investisseurs retail, c'est l'impression qu'ils ont que beaucoup des ratings verts ou socialement responsables sont souvent un peu manipulés par les grosses entreprises, au sens où, c'est le thème du greenwashing, c'est comme ça qu'on appelle le fait qu'au fond, les entreprises arrivent à donner l'apparence d'une forme de vertu. Et donc les millennials se méfient un petit peu de ça. Et donc je pense que ce qu'on doit réussir à faire dans les années qui viennent, c'est de convaincre qu'on a des manières assez objectives de mesurer les choses et que ce n'est pas manipulable par les entreprises et leur communication. Une meilleure communication peut-être autour de ces Voilà, investissements. Et puis de réfléchir sur les mesures, comment avoir des mesures objectives et utiles. Didier Leménestrel, la financière de l'Échiquier a toujours fait de l'investissement socialement responsable, et ce, avant même que ça s'appelle ainsi, je crois. C'est gentil. En tout cas, je crois qu'on ne revendique pas complètement le toujours, mais en fait, c'est aussi une attitude. Tout à l'heure, on parlait M. Canfin évoquait le high frequency trading. Bon, c'est vrai que nous, on a toujours été plutôt très long terme. Et puis, moi, je me souviens d'une des premières lettres que j'ai écrites il y a plus d'une vingtaine d'années en disant que jamais je j'achèterai une valeur de tabac. Ce qui maintenant est extraordinaire dans l'état d'esprit. En revanche, financièrement, c'était idiot parce que c'eût été financièrement une très bonne idée. Le fait est qu'il faut être droit dans ses bottes sur ce à quoi l'on croit. Et quand on est droit dans ses bottes, dans ce à quoi l'on croit, je pense que déjà, on est socialement responsable. Mais à partir où s'arrête notre responsabilité et quel est le spectre que l'on peut prendre. Moi, j'adore votre intervention parce que c'est vrai que l'exclusion, le best in class, tout ça, en fait, la réalité, c'est que nous en tant qu'asset managers, on peut faire du greenwashing, c'est-à-dire qu'on peut vendre un produit que les uns et les autres demandent. Et je ne ferai aucun commentaire sur les petits camarades, mais c'est vrai que certains sont très en avance, certains sont très en retard. Moi, je pense qu'il faut être de son temps. Pour être de son temps, nous, il y a plus de 10 ans, c'est vrai qu'on a été très en avance sur le côté soyons un bon élève du green. Mais je n'ai pas ressenti vraiment l'envie de le diffuser au-delà du cercle proche. Le cercle proche, c'est l'entreprise, la famille, le comportement. Il est vrai, et là c'est vraiment très récent, c'est un peu comme le jour où, vous savez, c'est quand la mayonnaise prend. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps, tout le monde est en train de vraiment se mettre en ordre de marche, et la COP21 en a fait quelque chose. L'intervention récente donc de M. Macron pour faire le sommet en est sûrement une autre raison, mais il est vrai qu'en Europe, et je le vois en Allemagne, en particulier, qui m'a beaucoup étonné, même en Espagne, là, il y a une demande vraie de nos consommateurs pour avoir une sorte de garantie de responsabilité. Alors là, c'est là où on oublie le greenwashing, parce que tout le monde essaiera toujours de le faire, c'est normal, on est des entreprises, on veut vendre, La réalité, c'est que nous, en tout cas, on va faire savoir, et on va être beaucoup plus actifs dans le fait que nous estimons que notre processus d'investissement est déjà responsable à la base, mais en plus, on va utiliser les outils, et les outils se mettent à exister. Alors, je reviens à votre propos. C'est évident que moi, sur les instruments de mon impact sur comment, à travers mon investissement, je vais augmenter les degrés ou les demi-degrés de la planète dans 30 ans, franchement, je suis absolument incapable de vous dire quelque chose de pertinent. En revanche, si tout le monde prend les mêmes repères, au moins, je vais acheter ce repère, c'est un petit peu de raquette, mais en tout cas, je vais l'acheter auprès d'un établissement qui va me vendre une donnée qui va être prise par tout le monde. Puis dans ces cas-là, on va voir si on optimise nos fonctionnements pour avoir, in fine, une performance. Et que jamais on ira dire « Ah oui, mais nous, on est socialement responsable, c'est normal qu'on soit moins bon. » Vous voyez, l'objectif, c'est d'être très bon et en plus socialement responsable. Et là, je pense que ça va être un art un petit peu délicat, c'est-à-dire que l'industriel va trouver le moyen de raconter... je pense que je vais m'appeler je suis la société, la financière de l'investissement socialement responsable. Bon, ça sera une affirmation peut-être commerciale. Puis je crois qu'on pourra continuer, nous, à faire passer, nous et d'autres, à faire passer une âme et un fonctionnement avec l'entreprise. Et notre biais à nous, en revanche, il est là où nous avons une expertise, c'est dans l'analyse de la gouvernance, parce que finalement, alors là, c'est ma conviction, je vous la ferai partager peut-être un jour, c'est que notre influence à nous, c'est d'être des interlocuteurs capables de dire à un chef d'entreprise qu'est-ce que vous faites pour l'intérêt de tous les acteurs. Et nous sommes crédibles parce que nous les rencontrons. Nous rencontrons beaucoup d'entreprises, nous avons des critères et nous pouvons inciter nos interlocuteurs à faire évoluer l'une ou l'autre des pratiques. Mais c'est la seule chose. Sur le reste, on va sourcer les données et puis on va essayer de voir si on n'est pas totalement à côté du sujet sur tous les aspects sociaux, environnementaux.
Parce que c'est très très compliqué en revanche d'investir. On va pas investir on ne pourra pas gérer les milliards que nous gérons uniquement en ayant un biais environnemental, par exemple. Ce serait impossible. Quelle est la position des assureurs sur cette question, Antoine Lissowski? Rôle majeur aussi, on est green du côté des assureurs? Déjà, ils ont une motivation supplémentaire, c'est qu'il se dit, mais c'est vraiment une conviction de la profession, que dans un monde à plus 2 ou plus 3 degrés, on ne peut plus faire notre métier. Tout simplement parce que le degré de risque et d'imprévisibilité de l'environnement pour tout le monde devient tel que de toute façon, il sera impossible de donner des garanties parce qu'on ne saura pas bien les gérer. Bon. Donc, c'est quelque chose que les réassureurs sont les premiers à avoir identifié, analysé, que les assureurs de biens voient aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit le coût des catastrophes naturelles augmente de plus en plus, etc. Bon. Alors, du coup, c'est sur notre actif, sur notre politique d'investissement aussi que, évidemment, on est titillé, on regarde comment on fait les choses. Alors, bon, on arrête de faire du charbon, des choses comme ça. Et puis, de plus en plus, on est en train d'essayer de faire de l'ingénierie. Alors, d'une part, effectivement, les clients commencent à être demandeurs de produits, d'unités de compte, etc., avec ce label. Et il faut choisir le bon label, la problématique des définitions des mots qu'on utilise, de qu'est-ce qu'il y a derrière, de l'intégrité du discours qu'on a est très très forte. On a un vrai problème d'intégrité, pas parce qu'on n'est pas intègre, mais tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui une multiplication d'indicateurs, de choses comme ça, et puis que tout ça évolue. Et puis, et ça c'est intéressant parce que c'est une expérience que nous sommes en train de faire avec nos asset managers. Pascal Canfin l'a évoqué avec Natixis, on fait ça avec Natixis et la Banque Postale AM. On est en train de leur faire fabriquer des indices de performance action qui seront des indices CNP, qui seront verdis. C'est-à-dire on prend les indices normaux et puis on enlève, on rajoute certaines choses pour leur donner une texture plus verte, mais on fait d'abord des backtesting avant de commencer à les mettre en œuvre. C'est-à-dire en gros, on se dit comment vérifier qu'on va gagner un peu plus, en tout cas ne pas gagner moins, si on suit un indice qui est verdi par rapport à l'indice standard que tout le monde peut utiliser. Et ce travail-là, on l'a fait dans la dernière année. Il est satisfaisant sur des périodes de test de plusieurs exercices. Et donc, on a dit, à partir de 2018, le compte propre de CNP, les 10 milliards d'actions qu'on a dans CNP Assurance, vont être gérés sur ces indices-là, c'est-à-dire des indices de marché verts. Alors, ceux-ci, c'est des indices qu'on fait pour nous. On expliquera aux gens comment on les fait, etc. Mais je trouve qu'il y a là un mariage, si je puis dire, de l'inspiration et de l'énergie qui est très prometteur. Et j'ajouterais pour terminer une chose qui est très importante là aussi, on parlait de millennials. Les gens qui font ça dans nos sociétés, ce sont eux. Et on n'a pas besoin de leur donner des ordres pour les convaincre qu'il faut le faire. Parce qu'ils savent que c'est leur destin, c'est le destin de leur génération et des générations suivantes qui sont à la clé, et que vraiment la motivation des équipes qui font ça, on n'a pas besoin de la titiller, elle existe. Pour terminer sur cette question, Marianne Barbalayani, on a beaucoup entendu le mot responsable dans son sens écologique, développement durable. On peut l'entendre autrement aussi, de votre point de vue? Oui, alors bien sûr, parce que bon, c'est l'urgence du moment et elle est tout à fait légitime. Mais effectivement, la responsabilité dans le domaine bancaire, elle ne porte pas que sur la finance verte. Il y a d'abord la responsabilité dans les métiers les plus classiques. On a une pratique du crédit aux particuliers en France qu'on appelle le crédit responsable, dont on a vu d'ailleurs la solidité à l'épreuve de la crise, qui consiste, pour le crédit immobilier par exemple, qui est très important dans les bilans des banques et très important pour le quotidien des Français, à prêter à des gens qui sont capables de rembourser. Bon, dans cette salle, ça n'étonnera pas grand monde parce qu'on est habitué à raisonner comme ça. Mais n'empêche que on a découvert il y a une dizaine d'années qu'il y avait des endroits où on ne raisonnait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on prêtait à des gens en fonction de la valeur du bien financé et que si malheureusement ils n'étaient plus capables de rembourser, c'est pas grave, on récupérait le bien et la personne repartait en laissant la clé à la banque, la clé de la maison à la banque. Bon, ça c'est une pratique que les banques françaises n'ont jamais voulu développer. C'est intéressant d'ailleurs parce que la réglementation ne les y a jamais contraintes. Et d'ailleurs, on a même des réglementations prudentielles aujourd'hui qui pousseraient presque à le faire. Parce que si on a une approche totalement standardisée, comme le souhaite maintenant le comité de Bâle sur l'appréciation du risque du crédit immobilier, on a plus intérêt à faire des crédits plus risqués qu'on peut tarifer plus cher. J'ai tout à fait confiance dans le fait qu'on ne le fera pas, parce que les banques françaises ont toujours refusé de le faire, même quand on a essayé de les pousser à le faire, en essayant d'introduire en France le crédit hypothécaire rechargeable, des choses comme ça qui venaient des États-Unis. Ça s'est heurté à une très forte résistance des valeurs intrinsèques
partagé d'ailleurs par toutes les banques, quel que soit leur statut, etc., qui était non, on ne fait pas ça, c'est pas comme ça qu'on traite nos clients. Moi, je trouve que cette pratique du crédit responsable, elle nous situe très bien dans un monde, on en a parlé là sur la demande des clients, sur la façon dont elle évolue, etc. On est, je pense, bien positionné pour répondre à cette demande d'avoir effectivement des entreprises, que ce soit les entreprises industrielles ou l'industrie de la finance, qui soient plus, je dirais, en résonance avec ce qu'attendent les gens, que ce soit les jeunes, mais pas uniquement d'ailleurs, hein, parce que les gens qui placent beaucoup d'argent et qui font la demande auprès des asset managers, notamment, c'est plutôt des gens qui sont un peu plus âgés et qui verront peut-être pas dans 50 ans les effets de leurs investissements, mais qui sont de plus en plus attachés. Moi, j'ai le même retour de mes adhérents, c'est qu'effectivement, ce sont maintenant les clients qui demandent très fortement ces produits financiers qui sont plus orientés vers la finance climat, etc. Mais encore une fois, c'est pas tout. Il y a déjà la responsabilité dans le métier traditionnel. Un aspect de la responsabilité aussi qu'on partage avec beaucoup d'autres métiers de la finance, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière, qui commence d'ailleurs par de l'éducation budgétaire. C'est-à-dire que pour que les Français soient capables de faire des choix éclairés, responsables sur la façon dont ils vont gérer leur budget, dont ils vont placer leur épargne, dont ils vont se financer eux-mêmes, dont ils vont prendre du crédit, le rembourser, etc. Il est très important qu'ils soient à jour de leurs connaissances en matière budgétaire et financière. Malheureusement, on n'est pas super en avance dans ce domaine-là, parce que on ne peut pas dire que l'éducation de base soit très à même de préparer les citoyens à jouer ce rôle citoyen dans leurs choix financiers. On essaye d'y contribuer à la Fédération bancaire française, mais c'est un domaine dans lequel je pense qu'on doit investir collectivement. La Banque de France, d'ailleurs, s'est investie maintenant depuis quelque temps dans une forme de rôle de coordination de cette éducation financière, qui est très importante pour permettre aux gens de faire des choix éclairés, parce qu'effectivement, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est un peu comme quand on va au supermarché, tout est bio. Alors j'ai entendu un grand patron de la grande distribution dire il y a plus de bio dans les rayons qu'il y en a de produits. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose en matière de finances vertes, mais en tout cas, avoir des citoyens qui sont à même de faire des choix et de comprendre ce qui se passe, je crois que c'est une responsabilité à laquelle on peut contribuer en tout cas. Avant de conclure, Augustin Landier, rapidement, cette finance que l'on a dit nécessaire, que l'on a dit responsable aussi, est-ce qu'elle doit être régulée absolument ? Bien sûr, oui, elle doit être régulée, mais alors je crois que pour le faire, il faut vraiment avoir en tête ce qu'est la fonction de cette industrie finalement, et du coup se poser la question aussi de comment les innovations interagissent avec ces fonctions. À mon sens, il y a trois fonctions principales de l'industrie financière. La première, c'est de digérer l'information. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une industrie qui est le tube digestif de l'information. La structure de l'information a changé, les manières de l'analyser également. Et donc, bon, ça, c'est sa première fonction. La deuxième, c'est le découpage du risque, un peu comme, je ne sais pas, un bon boucher coupe certaines parties de la viande. L'industrie financière, elle doit redécouper le risque et faire en sorte qu'il y ait un partage du risque dans la société qui soit efficace, au sens où ceux qui peuvent en porter plus ou porter certaines parties de risque qui ont des bonnes corrélations avec leurs propres risques intrinsèques, voilà, que ça soit bien réparti. Et puis il y a une troisième partie que les économistes ont plus de mal à appréhender, qui est la valeur ajoutée, qui est vraiment la fonction service de cette industrie, et qui en fait est un peu ambiguë pour la raison suivante. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette fonction qui est de réduire l'anxiété qui est liée à l'investissement, à réfléchir à des décisions difficiles, à sa succession, etc. Et puis, il y a en réalité également une partie divertissement en réalité de l'investissement dans la finance qui n'est pas quelque chose de pervers intrinsèquement. Si vous voulez, l'industrie du jeu, le loto, etc., ce n'est pas les manières les plus efficaces en un sens de s'amuser. Donc il y a une partie des gens qui boursicotent qui le font avec l'idée de s'amuser et d'apprendre en même temps. Et moi, je respecte personnellement cette partie ludique avec de l'apprentissage de la finance. Je pense qu'il y a des gens qui s'amusent, mais ça demande évidemment beaucoup de vigilance pour faire en sorte que ces gens ne soient pas victimes des gens qui leur font prendre des vessies pour des lanternes, etc. Donc voilà, actuellement, les innovations qui se produisent, je pense qu'il faut s'interroger sur la mesure dans laquelle elles réduisent les rentes, disons, de l'industrie, ou au contraire, donnent plus de moyens d'entourlouper les gens. Et je pense que voilà, il faut en permanence avoir un peu de vigilance là-dessus. Toutes les problématiques Bitcoin, etc., tournent un peu autour de cette question. C'est-à-dire quand il y a de bonnes raisons de penser rationnellement que les gens sont partis un peu dans des
ont des croyances qui n'ont pas l'air rationnelles. Qu'est-ce que doit faire un régulateur? Est-ce qu'il doit les laisser rêver ou partir dans leur propre, comme ça, leur propre délire, ou bien est-ce qu'il faut intervenir? Et puis par ailleurs, se poser la question quand même de manière raisonnable, c'est-à-dire en mettant de côté un peu l'aspect ludique de la finance, s'interroger sur est-ce que le partage du risque, est-ce que la production et la digestion de l'information sont efficaces? Et là, on retombe un peu sur la problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup à faire sur la qualité de la production d'information, parce qu'on est passé d'un monde où la valeur liquidative d'une entreprise, c'était la valeur de ses machines, pour faire vite, et de son immobilier. C'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que la valeur d'une entreprise, c'est les données qu'elle détient, le capital humain qu'elle a réussi à associer à ses projets. Et au fond, la comptabilité telle qu'elle a été conçue, elle ne donne pas une représentation très précise de ces éléments-là. Et donc, on est à un moment où il va falloir se coordonner pour réfléchir, et c'est assez enthousiasmant hein, comme projet, sur quelles sont les bonnes manières de représenter une économie beaucoup plus dématérialisée qu'autrefois. On aurait donc pu ajouter la finance ludique aussi, pourquoi pas? On Non, a mais ça eu existe, une partie c'est pas punir, dans nos en fait. questions, mais il nous aurait fallu encore un peu plus de temps et on va malheureusement devoir conclure très rapidement, s'il vous plaît, chacun un mot de conclusion sur ce thème, en pensant à l'Europe aussi, parce qu'il y avait une question d'Europe dans notre thème de ce soir. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire encore, qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour construire encore plus, encore mieux l'Europe de demain? Marianne Barbalaïne. Il faut faire l'Europe du financement, c'est-à-dire qu'il faut continuer à progresser dans ce qu'on a appelé l'union bancaire et qu'il faut y adjoindre une vraie union des marchés de capitaux qui fonctionne, c'est-à-dire avec le développement de marchés de capitaux sur le continent. On est bien placé pour le faire. Bon, il y a tout un tas de conditions qui ne sont pas encore tout à fait là aujourd'hui, mais on devrait y arriver. Et je pense aussi effectivement qu'il y a des révolutions à faire. On a parlé tout à l'heure de la comptabilité. On a fait un colloque l'autre jour à la Fédération bancaire française sur le financement de l'immatériel. Une des grosses difficultés qu'on a pour bien financer l'immatériel, heureusement on le finance, mais peut-être pas tout à fait suffisamment, c'est qu'il y a une grosse partie des investissements immatériels qui sont en fait des simples charges, qui ne sont pas traitables, qui ne sont pas traités en comptabilité comme des investissements, et que du coup on a du mal, nous en tant que banquiers, à financer en tant qu'investissement. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qu'il faut revoir et qu'il faut actualiser parce que aujourd'hui, une entreprise qui a fait sa transition numérique ou qui est en train de la faire, elle n'est pas dans la même situation qu'une entreprise qui ne le fait pas. Et on ne sait pas le valoriser suffisamment effectivement aujourd'hui. Antoine Lisowski, pour conclure. Écoutez, c'est très simple parce qu'il suffit de reprendre ce que le président de la République a évoqué dans une interview avant-hier. J'ai trouvé ça bien qu'il le dise. C'est qu'on pourrait imaginer quand même, puisqu'on parle de climat, que les exigences prudentielles aux banques et aux assureurs tiennent compte maintenant de la dimension climat, ce qu'elles ne font absolument pas, et que pour le dire comme ça, les exigences en capital soient un peu moins élevées pour nos actions qui sont bonnes pour le climat que pour la moyenne de nos actions. C'est une proposition qu'il a reprise, j'étais content de le lire et je suis prêt à y souscrire. Didier Leménestrel, vous partagez ? Une incitation, c'est toujours bon. Enfin, c'est très bien. Hein, mais non. Alors, je serais peut-être un peu plus large. Je vais revenir sur ce thème de la retraite, et on inclura le green. La retraite, c'est une projection à très long terme. À partir du moment où vous faites rentrer, on éduque nos générations au fait que la retraite est un sujet important, on les éduque forcément dans la finance à long terme, dans le beau comportement, on les fait réfléchir à leur avenir. Et alors, dire ça en France, alors qu'on n'a toujours pas de produit individuel de retraite, en tout cas significatif, pas de produit de retraite de capitalisation, bref, on a l'assurance vie, bon, c'est formidable, mais c'est vrai que moi je suis un très très grand militant, je pense, pour organiser la finance en Europe, un très très grand militant de la création d'un produit de retraite personnel et européen. Si en plus on peut le faire abonder par l'entreprise, ça serait formidable. Et je promets qu'on aurait beaucoup d'éléments pour diffuser la bonne parole, et en particulier l'éducation relativement tôt auprès des jeunes. Parce que si le jour ils comprennent que c'est leur problème individuel, je pense qu'ils vont s'intéresser à tiens, c'est quoi la finance. Augustin Landier, vous deviez avoir le mot du début, vous aurez donc le mot de la fin très court, s'il vous plaît. Alors, très brièvement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire l'union bancaire, l'union des capitaux, les choses sont bien enclenchées, il faut aller jusqu'au bout. À horizon de 10 ans, disons, la question pour moi, c'est est-ce qu'on va voir émerger une sorte de EasyJet de la finance ou pas? Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'équivalent d'un Vanguard aux États-Unis qui offre au retail, donc aux gens qui n'ont pas des capacités d'épargne énormes, quelque chose qui soit vraiment low cost et uniforme sur le territoire européen.
Comment en arriver là? Je pense qu'il faut aller au-delà de simplement les projets actuels. Je pense que le problème fondamental sur la question de l'épargne dans nos pays, c'est que si vous avez un week-end à passer pour réfléchir à votre épargne, vous avez intérêt à réfléchir à la fiscalité. Et c'est tragique parce qu'au fond, ça devrait être l'occasion de réfléchir à l'économie, ça devrait être l'occasion de réfléchir au futur de notre économie. Et les gens le passent plutôt à trouver la niche fiscale intelligente qui s'adapte bien à leur situation personnelle. Et donc c'est de ça qu'il faudrait arriver à sortir. Et donc il y a une sorte d'union fiscale qui doit se profiler, qui peut ne pas être généralisée. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir la même fiscalité sur le revenu partout, ça ne sera jamais le cas. Mais en revanche, avoir au fond une sorte de simplicité et d'homogénéité qui permettent de concevoir des produits qui puissent se marketer sur l'ensemble des pays européens. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour la raison que je mentionnais. Si vous avez un week-end à passer pour réfléchir à votre épargne, réfléchissez à la fiscalité. Et ça, c'est tragique. Je vais y songer, c'est promis. Merci beaucoup, en tout cas, pour la qualité de ces débats. Merci.